Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Votre émission déguesse ce soir sur son plateau un homme qui n'est pas ordinaire, c'est un ancien ministre. Il était à la justice en charge des affaires pénitentiaires et ce soir, il doit s'entretenir avec nous sur l'actualité nationale, peut-être internationale. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Déguesse. Bonsoir, soyez la bienvenue. Nous sommes heureux de vous recevoir ce soir dans le cadre de cette émission à travers laquelle nous allons décrypter l'actualité nationale et même internationale. Monsieur le ministre, il faut dire qu'avant d'être nommé à la justice, vous étiez déjà dans l'administration. Permettez-moi d'abord de vous remercier de m'avoir repéré et de l'intérêt que vous portez en moi. Effectivement, avant d'être à la justice, avant que le président Paul Biya me nomme à la justice, il m'a d'abord nommé au ministère de l'Éducation nationale comme secrétaire d'État numéro 1 au ministère de l'Éducation nationale. J'ai fait 2 ans là-bas et puis il m'a réaffecté au ministère de la Justice en charge de l'administration pénitentiaire. Et après votre départ de ce ministère, est-ce qu'il y a des faits qui vous ont marqué particulièrement lorsque vous étiez dans le dit ministère? Beaucoup de faits m'ont marqué particulièrement. Je peux vous dire que nous avons beaucoup travaillé. J'ai travaillé avec le feu vice-premier ministre Amadou Ali. Paix à son âme. Paix à son âme. Paix à son âme. C'est un monsieur qui m'a beaucoup marqué aussi parce que arrivé là-bas, il y avait beaucoup de choses à faire. Je peux vous dire que ce qui m'a beaucoup marqué là-bas, c'était d'abord, premièrement, l'état de nos prisons au moment où nous sommes arrivés là-bas. On dirait que c'était des taudis. Il fallait même voir la prison de Kondengui. Je me rappelle bien de ma première visite. Je suis rentré de là-bas tout abattu parce que arrivé là-bas, le nombre de prisonniers qui étaient surtout dans un quartier qu'on appelait, ou bien qu'on appelle toujours Kosovo, et l'état de lieu où il y avait même les puits, c'est-à-dire construire, les latrines étaient déjà bondées et ça passait même devant la cour, ça passait devant la cuisine avant même d'aller encore foncer dans le quartier en bas où les gens jouaient au football. Et nous avons fait beaucoup de travail et l'État nous a donné les moyens qu'on a commencé d'abord à construire d'autres locaux, à améliorer les locaux qui sont là-bas. Et puis, d'améliorer même l'alimentation des prisonniers. Je vous dis que quand nous sommes arrivés, je pense, nous avons constaté que la ratio pour nourrir les prisonniers, c'était à 100 francs par jour. Mais à cette époque-là. À cette époque. Mais avant de quitter le ministère de la Justice, on était déjà à 1000 francs. Et ça a beaucoup fait pour améliorer donc, la condition de tous ces baignades en prison. Monsieur le ministre, avec votre permission, nous allons prendre une légère transition. On va prendre ce reportage avec le concours de la technique et on reviendra sur le plateau pour justement échanger sur les questions d'actualité. 32 listes des candidatures ont été présentées par 13 partis politiques pour l'élection des sénateurs du 12 mars prochain.
Après un examen des pièces constitutives des dossiers de candidature, 22 listes de candidats remplissant les conditions fixées par la loi électorale ont été acceptées à l'unanimité par les membres du Conseil électoral. C'est du moins l'objet de la résolution numéro 002-R-Elecam-CE du 7 février 2023 portant publication des listes de candidatures acceptées en vue de l'élection des sénateurs du 12 mars 2023 rendue publique par le Conseil électoral réuni en session de plein droit ce jour à Yaoundé. Nous apprécions le travail qui a été fait par Elections Cameroun à travers sa direction générale et son conseil électoral. Nous avons monté nos dossiers, nous avons filtré de telle sorte qu'en les déposant, on était conscient que nous avons respecté les critères définis par le code électoral. Maintenant que la liste est validée, nous avons le cas net et il est question pour nous de maturer notre profession de foi qui repose essentiellement sur le plaidoyer que nous voulons mener sur la construction du développement local. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais compétira dans les 10 régions du pays. En attendant les résultats du contentieux électoral, le RDPC est le seul parti présent dans les régions du sud et du sud-ouest du pays. De son côté, l'Union démocratique du Cameroun, UDC, est présente uniquement à l'ouest où elle croisera le fer avec le RDPC et l'UMS. Nous sommes satisfaits, mais nous ne sommes nullement surpris parce qu'en venant ici, en tant que mandataire et représentant notre parti, j'étais sûr que notre liste sera acceptée. Parce que l'UDC, c'est une question d'expérience, c'est une question de maîtrise des critères. Pour l'UNDP, le choix de concourir s'est fait dans 4 régions, à savoir la Damawa, le Nord, l'extrême Nord et l'Est, afin d'augmenter ses chances de réussite dans cette élection. Dans 3 jours, il est donc clair que le schéma politique aura clairement changé à l'issue du contentieux électoral quand on sait que parmi les grands absents à cette élection figure l'Union des populations du Cameroun, UPC. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, toujours avec notre cher aimable invité, ancien ministre Emmanuel Gaffeston, c'est ça la bonne prononciation. Et avec vous, on doit essayer de décrypter l'actualité nationale. Il y a quelques jours seulement, les prix des carburants ont été réajustés. Comment s'y prendre en ce moment au Cameroun? Ah oui, c'est quelque chose, c'est une actualité brûlante. Mais je peux vous dire qu'à travers cette actualité, on peut voir l'esprit d'un président qui a le souci de sa population, qui a le souci des Camerounais. Pourquoi il dit cela? Il dit cela parce que il n'est pas venu du néant pour augmenter le prix actuellement. Ça avait été déjà annoncé. Et je peux vous dire qu'en suivant l'activité, on avait déjà conseillé à notre chef de l'État d'augmenter à presque à 1000 francs. Oui, justement, donc on parlait d'un peu plus de 1000 francs. Un peu plus de 1000 francs. Mais écoutez et regardez ce qui est revenu. Il a augmenté plutôt à 100 francs cette augmentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef de l'État a bien calculé. Il a le souci de la population. Il a le souci des Camerounais et il est revenu à 100 francs. Et ça veut dire que l'État continue à subventionner. Même avec cette augmentation, l'État continue à subventionner. Je pense, je ne sais pas comment, il ne suis pas spécialiste. Surtout, monsieur le ministre, sans vous couper, on annonçait les bailleurs de fonds auraient souhaité en tout cas qu'on supprime totalement la subvention, mais le chef de l'État camerounais n'a pas supprimé totalement. On subventionne toujours le prix des carburants au Cameroun. Voilà, c'est juste, le chef de l'État a quand même des Camerounais qui sont des spécialistes dans l'affaire. Il les écoute, il les appelle. Et c'est à partir des conseils donnés par ces spécialistes que le chef de l'État arrive donc à ces conclusions qu'il fait annoncer. Et au-delà de cette augmentation des prix des carburants, on parle du réajustement
des salaires des fonctionnaires et des agents de l'État. Le SMIC également doit être revu. Avec ces informations, on peut penser ou alors comprendre qu'effectivement, vous le disiez tout à l'heure, le chef de l'État a le souci de voir les Camerounais vivre aisément. Effectivement, M. Kouagny, c'est pour dire que le chef de l'État, il est là, non pas pour écouter tel camp ou tel autre camp, il prend en considération toutes les suggestions qui viennent devant lui. Et le chef de l'État, mais que faire? Surtout les fonctionnaires. Est-ce qu'il fallait seulement augmenter et puis laisser les fonctionnaires souffrir encore plus? Non. Il a donc pris d'autres mesures pour assouplir les effets de cette augmentation. J'ai suivi à la radio, j'ai suivi à la télé, où les gens disaient il fallait plus, il fallait pas seulement 5,2% et tout ça là. Mais faites attention, parce que en augmentant plus, on peut tomber dans l'inflation. J'espère que les spécialistes peuvent donc expliquer ça. Et je me dis que le chef de l'État, comme à son habitude, a mesuré et il a apaisé toutes les situations avant d'en arriver donc à ce qu'il a annoncé. D'ailleurs, il a dit, il est encore, et ces spécialistes sont encore en pourparlers, en discussion avec les syndicats, avec tout ce monde qui ont quelque chose à faire dans cette situation. Mais aussi, Monsieur le ministre, revenons un tout petit peu sur le réajustement des prix des carburants. Il ne faudrait pas que certains Camerounais profitent de la situation pour bénéficier davantage sur le dos des Camerounais. On se souvient le 1er février dernier, le jour où les prix devraient être revus justement à la hausse. Certains économistes ou alors certains gestionnaires des stations de service vendaient déjà au prix alors qu'on n'était pas encore au lendemain du 1er février. Il faudrait qu'on fasse attention. Effectivement, il faut savoir que dans des situations pareilles, il y a des gens qui sont des profiteurs. Il y a des gens qui vont faire les surenchères. Et permettez-moi de vous dire que même la rareté du carburant, 2 ou 3 jours avant l'augmentation, c'était des spéculations. Alors les gens, l'homme, le commerçant, veut toujours à tout prix profiter plus que ce qu'il doit vraiment avoir. Mais le chef de l'État a quand même des services en place qui surveillent, qui veillent. Et puis, vous voyez que maintenant, les choses sont à la normale. Mais cette manne qu'ils attendaient, non, les choses vont actuellement bien. Il faut dire que des équipes de Cam10 Télévision, ce jour-là, ont effectué une tournée, j'allais dire, un reportage dans la nuit. Toute la nuit, ces équipes étaient dehors pour se rassurer que les choses se déroulent dans de bonnes conditions. Et chose curieuse, le ministre du Commerce, Luc Magloire-Barga, à Tangana, était également dans des stations pour se rassurer avec ses équipes. Les délégués étaient... On verra peut-être pendant cette émission avec la technique comment prendre ce reportage pour voir comment les choses se sont déroulées ce jour-là. Mais avant, monsieur le ministre, est-ce que l'augmentation des prix ou alors le réajustement, ces réajustements, c'est pour mettre en mal les Camerounais? Permettez-moi de vous dire aussi, félicitations, parce que l'équipe de Cam10 était dehors. Mais je peux vous dire que l'équipe de Cam10 n'avait pas rendez-vous avec le ministre du Commerce. Bien évidemment. Lui, il faisait son travail, Cam10 faisait son travail, et il ne sait qui d'autre était dehors pour voir. C'est ça qu'on appelle la collaboration, et chacun dans son rôle, qui joue son rôle pour que les choses aillent bien. Et félicitations pour ça. Merci, monsieur le ministre. Avec vous, nous allons prendre ce reportage réalisé ce soir-là avec le concours de la technique et on reviendra sur le plateau, continuer avec notre émission.
Merci. Il a fait comme conseil. Je pense que celui-ci, celui-ci a manque de bosser. Il a deux rangs. Il a manque de bosser. Tu parles de quoi? Tu as fait venir. Bon, comme alors. Il a ramené qu'il n'avait pas de rang. Le ton est aussi choc des mots entre conducteurs de véhicules qui veulent absolument se procurer du précieux liquide, le carburant, qui, d'un moment à l'autre, doit connaître une hausse du prix. Comme on veut qu'un poste radio, j'ai aussi été informé par rapport à mon poste radio que dès demain, le carburant va augmenter. Il est déjà 22h30 ce 31 janvier 2023. Comme dans plusieurs autres stations de service du carburant dans la ville de Yaoundé, ça se bouscule à la mobile Kondengui. Les conducteurs d'engins à 2 roues ne sont pas en reste. Comme j'ai vu le journal, on a annoncé au journal, j'étais obligé de me lever pour venir aussi mettre un peu les derniers avantages d'aujourd'hui. Des bousculades qui occasionnent des collisions négligeables des véhicules. Mais les clients, farouches, avec des neurones tendus, poussent le bouchon plus loin. En fin de compte, les conducteurs de moto bloquent le service. Les pompistes appellent à l'ordre, mais le mouvement reste tendu. Patron, avancez s'il vous plaît. Avancez là-bas. Avancez d'abord, libérez les motos. Monsieur, ne bloque pas la piste. C'est que, à compter du 1er février 2023, Compteur à zéro. les prix des carburants à la pompe sont réajustés. Super, 730 francs CFA le litre, gasoil 720 francs le litre. On est déjà à 30 minutes de minuit. Les compteurs, ça va vite. On travaille normalement pour le moment, rien n'a encore changé. On attend d'ici peut-être minuit ou encore peut-être demain. Mais en fait, ça a été dit dans les journaux et des presses et tout. Mais on attend. Sur le terrain, le délégué régional du ministère du Commerce et son état-major veillent. Aucune hausse avant le 1er février. Conformément aux instructions de M. le ministre du Commerce relatives à la hausse des prix des carburants à la pompe à partir du 1er février que nous sommes déployés sur le terrain pour nous assurer que les opérateurs de la filière sont jusqu'à cette date en train de respecter les prix homologués déjà. Et à partir de cette date-là, qu'on sache quelles sont les quantités de carburant qui sont restées en cuve, qui ont été acquises à l'ancien prix, pour qu'on puisse maintenant faire le calcul de la plus-value. Voilà l'objectif de notre travail sur le terrain. D'une station à une autre, certains clients se servent eux-mêmes pour gagner en temps. Il faut profiter des dernières minutes. Je n'ai pas le carburant dans la voiture parce qu'il ne faut pas que je sorte le matin, je n'ai pas de carburant. Mais apparemment, j'ai compris qu'on a augmenté le prix du carburant, mais ça me... Je ne suis pas un taximan, je ne suis pas dans ma voiture personnelle, mais ça dérange, mais on va faire comment? Ces mesures doivent être respectées. À l'arrivée de l'équipe de Cam10 Télévision à la mobile Essos par exemple, il est minuit et bonjour le 1er février 2023. Ici comme ailleurs, tout s'arrête. Raison. Nous arrêtons notre service à partir à 23h30, minuit, 1h parfois. Mais avec la présence du ministère du Commerce, il est minuit. On est obligé de jauger avec le ministère du Commerce, prendre les index pour qu'en reprenant demain matin, que les index et la jauge soient concordantes avec ce qu'on a pris la nuit pour éviter certaines fraudes. Avant de fermer les portes de la station pour attendre le grand matin, les pompistes éjectionnaires avec à leur côté les fonctionnaires du ministère du Commerce, Georges Lestan des carburants, pour se rassurer, noter les index et avoir une idée exacte des mètres cubes restants. À la mobile Omnisport, il est un peu plus de 2h30 ce 1er février 2023. Tout est fermé. Le gouvernement compte sur la compréhension, le sens des responsabilités et le civisme des consommateurs pour la mise en œuvre de ces mesures dont l'objectif est d'assurer l'approvisionnement continu du marché national en produits pétroliers.
De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, nous sommes toujours en compagnie de notre invité de ce soir. De Guess, c'est votre émission tous les dimanches après le 20h, entendez, 21h sur la télévision républicaine CAM10. Monsieur le ministre, aujourd'hui on parle de la vie chère, des denrées alimentaires et bien d'autres produits coûtent cher au Cameroun. Dans une telle situation, comment vivre, comment les Camerounais vont se comporter? Oh oui, merci. Permettez-moi de vous dire que la vie chère n'est pas le seul problème du Cameroun. Et la vie chère, ça a été toujours. Mais on n'a pas beaucoup senti parce que le chef de l'État a mis en place une politique agriculture, une politique pour l'élevage, pour tout, même la construction des barrages et tout ça là, ça vient pour la vie chère. Mais maintenant, ça se complique parce que ce n'est pas un problème national, mais un problème international avec la guerre qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Et voilà. De l'autre côté, je vais vous dire quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Nulle était cette guerre. Est-ce que j'allais savoir qu'on peut cultiver le blé chez moi dans le nord-ouest? J'ai visité les champs. Quand je suis parti là, et mon frère, mon cousin, il a même quelque chose de 2 hectares, mais c'est déjà quelque chose. Là, c'est très intéressant, monsieur le ministre. C'est-à-dire, vous-même, vous étiez dans des plantations, vous avez vu la culture du blé au Cameroun. Je vous dis que je suis arrivé, il est venu, parce qu'il était à Bamenda, il est venu me visiter avec les photos. Et je sais qu'il venait pour me dire que non, bon, il faut m'appuyer pour que je puisse faire. Oui, je n'ai pas pu faire beaucoup, mais il a été content de sortir et il était déterminé à dire, même si c'est 2 ou 3 sacs de blé, il va en cultiver. Voilà encore l'autre côté de cette crise. Ça éveille les consciences. Ça vous fait croire en vous-même que vous pouvez faire quelque chose. J'ai suivi une mission à Oukou. On est en train de cultiver, de faire cultiver. Oukou, c'est dans Oukou, c'est à Bouy, dans le nord-ouest. Oui. Là où on parle de lac Oukou, la lac de Oukou là. Ils sont en train de se réunir pour cultiver des hectares et des hectares. Moi, j'ai souvent suivi ça à la radio dans une émission du nord-ouest. Voilà l'autre côté. On apprend. On voit des choses. Et je puisse vous dire, dans mon fort intérieur, il me dit, après cette crise, le Cameroun ne sera pas dans la même situation qu'on se trouve. On aura appris beaucoup de bonnes leçons et que le pays va avancer. On voit même la politique d'import-substitution au Cameroun où l'État conseille de consommer ce que nous produisons. Ça permet aux Camerounais de travailler davantage. Effectivement, M. Kouaye. Moi, ça me plaît quand je regarde et puis je vois les femmes surtout qui sont en train de transformer nos cultures vivrières en des produits semi-finis et vous voyez un étalage de tout et vous vous demandez. Donc, c'est quand même le macabo, c'est quand même le manioc, c'est quand même, et vous voyez les biscuits, les tout. C'est la valeur ajoutée qu'on est en train de faire. Surtout ceux qui se plaignent et tout ça et qui viendra par la suite, c'est les machines pour les aider à transformer tous nos produits alimentaires là en produits semi-finis ou même finis. Emmanuel, tout à l'heure, vous l'avez évoqué. Bien évidemment, avant qu'on ne sorte totalement de la crise sanitaire avec le Covid-19 qui a secoué le monde entier et le Cameroun,
On tombe avec la crise sécuritaire entre l'Ukraine et la Russie, donc impact négativement sur le plan économique sur notre cher et beau pays qu'est le Cameroun. On comprend quelque part que la vie chère, comme vous le disiez, n'est pas seulement l'affaire du Cameroun. On devrait renforcer les liens et travailler davantage pour produire ce que nous allons consommer chez nous. Effectivement, je reviens de ça avec un cœur lourd parce que ce qui a fait la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est la crise sécuritaire. Nos mamans, les gens qui cultivent même les grands espaces au nord-ouest, au sud-ouest, n'ont pas le moyen d'aller dans leurs champs à cause de cette crise. D'autres ont osé et y ont laissé leur vie. Merci beaucoup maintenant. Et je me dis que ils commencent à écouter. Ils commencent à saisir la main tendue du chef de l'État pour dire: mes enfants, mes frères, sortez de cette brousse pour venir, qu'on va ensemble et arranger notre pays. Vous faites bien, monsieur le ministre, de l'évoquer afin qu'on rentre effectivement sur le plan sécuritaire, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la télévision républicaine. Notre déguesse de ce soir nous amène dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Monsieur le ministre, vous êtes allé dans ces régions récemment? Oh, je suis allé juste récemment, à Bamenda, et je ne suis pas allé plus loin. Oui. Oui. Et si on vous posait cette question, comment les choses se déroulent là-bas actuellement, l'état de lieu? Oui, je peux dire que la situation c'est calme, la situation est un peu sur le contrôle. Mais je me dis qu'il y a encore des gens qui n'aiment pas le Cameroun, les Camerounais qui n'aiment pas leur pays, qui tirent encore les ficelles pour dire: mais pourquoi? Mais pourquoi? Dans une telle situation, M. Boye, je vais vous dire qu'il y en a qui profitent pour faire de l'argent. Il y en a qui profitent pour pouvoir peut-être montrer leurs muscles ou quoi. Mais je dis bien que la situation, beaucoup, il faut voir dans le camp des DDR là, combien sont déjà venus là-bas, combien on a déjà formé, combien ils ont déjà créé les entreprises, surtout en agriculture, l'élevage, et combien qui continuent à venir. Bon, Emmanuel Ngafesson, je voudrais que vous nous donniez des explications claires. Il y a 3 ans, on ne voyait pas les enfants aller à l'école dans ces régions. Vous nous rassurez de ce que dans ces régions, aujourd'hui, les enfants partent à l'école, l'administration reprend son cours, la paix revient au fur et à mesure à Bamenda. Je vais vous dire que la situation a tellement amélioré. Mais le seul problème, c'est que dans les périphéries où c'est encore la brousse, les écoles qui se trouvent un peu loin des villes, c'est là où il y a encore des problèmes. C'est là où ils ont des endroits où ils peuvent se cacher et continuer à le faire. Mais dans des zones développées, mais dans les grandes villes et un peu pas loin, les écoles ont complètement repris. Si je peux vous parler de chez moi en Gambie, si vous voyez les photos de lancement des activités du 11 février, vous voyez la population, vous n'allez pas croire. C'est beaucoup. Tout le monde est sorti. Je veux dire que petit à petit, nos frères vont quand même saisir cette main tendue du président pour que, vers la fin, qu'on puisse se rattraper sur le retard qu'on a accusé à cause de cette crise sécuritaire.
Donc, comme on dit que le président de la République, son Excellence Paul Biya, à un moment donné, était très posé, très calme, très réservé, avec tout ce qu'on a connu dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest, on avait pensé qu'il pouvait réagir autrement, mais il est resté avec la main tendue à ces enfants qui sont peut-être détournés. Est-ce qu'on peut dire avec vous que c'est le président qu'il faut pour le Cameroun? Je vais aller encore plus loin dans l'histoire. Vous vous souvenez de Bakassi? Bien évidemment. Bien sûr. Et je vous dis que si on n'avait pas un président posé, un président calme, qui réfléchit, on allait donc aller en guerre avec le Nigeria. Vous pouvez imaginer le résultat, et surtout pour nous qui sommes de la zone. La guerre allait se passer de ce côté-là, qui allait sortir vivant. Donc je pense à tout moment, de ce qu'il a fait jusqu'à arriver aux accords de Green Tree, je dis que c'est un monsieur. Lui, avoir cette calme, avoir cette tête posée, c'est un président que Dieu a donné aux Camerounais. Essayons de l'aider. Essayons de l'épauler. Et nous allons voir. Pour le moment, beaucoup de gens vont parler tout ça là, sans connaître les alentours. Avant ce temps, ils ne vont pas connaître la vraie situation. Et puis, pour que nous tous, nous donnons de l'aide. Chacun dans son domaine. Chacun dans sa région. Chacun avec son Dieu. Pour que ce Cameroun, même avec cette situation, soit un pays qu'on va admirer d'ici peu. Est-ce que vous avez des souvenirs par rapport à la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Oui. Le souvenir, c'est moi-même. On est venu m'enlever de chez moi. Et je suis allé dans une brousse, je ne sais où, mais c'est après qu'on m'a dit que c'était vers Bafout. Je suis resté là-bas. Monsieur le ministre, expliquez-nous comment ça s'est passé exactement. Ce jour-là, c'est l'occasion pour nous de revenir sur... Oh, d'accord. Non, j'étais chez moi avec ma famille. Et il était, je pense, 18 heures, non, disons, comment on appelle 18 heures? 6 heures du matin. Non, le soir. Le soir. Et puis, subitement, j'ai seulement vu les gens entrer. Ils étaient à 4. Ils nous ont sommés de coucher tête bas. Ils sont entrés dans ma chambre, fouillés, entrés partout, fouillés. Ils nous ont pris les téléphones. Ils sont venus me prendre. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qui est le problème? Est-ce qu'on ne peut pas? On dit, sortez, on va. Ils ont sommé mon chauffeur pour donner les clés de ma voiture. C'est donc avec cette voiture qu'ils m'ont pris et nous sommes allés dans une brousse que je ne peux plus me recevoir. Et après, nous sommes restés encore jusqu'à la nuit et on a marché des kilomètres pour arriver dans les montagnes vers Bafout. Et c'est là-bas que je suis arrivé. Et j'ai trouvé aussi les enfants, les écoliers qu'ils avaient pris. Ils étaient là-bas avec nous. C'est comme ça que je suis resté. Posez-moi des questions. Pourquoi vous m'avez pris? Personne ne dit rien. C'est après que je les ai demandé et dit, voilà les enfants, tout ça là, c'est quoi? On a dit qu'on ne va pas à l'école et ces enfants partaient à l'école. J'ai dit, s'il vous plaît, laissez ces enfants. Qu'ils aillent chez leurs parents. Il y avait un là-bas qui avait suivi une opération et la plaie s'ouvrait déjà. J'ai appelé le monsieur et dit, mais regarde tout ça. Heureusement qu'ils m'ont écouté. Et finalement, les enfants là sont partis. Mais moi, je suis resté.
Ils ne m'ont pas pris dans l'air douce. Je suis resté chez lui avec ses enfants et sa femme. Je ne connais pas leur camp. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'ils ne m'ont pas posé une question sur la politique. Ce n'est qu'après qu'ils ont commencé, parce qu'avec mon téléphone, ils communiquaient avec ma femme et mon fils. Je pense que quand ils se sont entendus sur le rançon à payer, et qu'ils ont fait ça, on m'appelle, bon, vous voulez rentrer aujourd'hui ou bien demain? J'ai dit maintenant, je rentre. Ils m'ont pris sur leur moto et ils sont allés me laisser chez moi. Restons avec la crise, Monsieur le ministre. Rendons-nous dans la partie septentrionale du pays. Vous le savez très bien, avec, avant la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, il y a cette secte Boko Haram. C'est vrai, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, la sécurité a pu, avec le concours du gouvernement camerounais, réduire cette secte à sa plus simple expression. La question, monsieur le ministre, que faire finalement pour que de tels actes ou alors des crimes venant de Boko Haram n'aient plus un impact sur le Cameroun dans les années à venir? Oui, c'est regrettable cette affaire de Boko Haram. Selon ce que moi je suis, ce que je vois, je me dis que Boko Haram est vraiment réduit à simples expressions. Mais maintenant, on a beaucoup de travail à faire. Parce que ceux qui sont venus, la complicité qu'il y avait dans la population, et qu'on sait que tel a fait ceci pour qu'on tue mon oncle, qu'on tue mon fils, ceux-là sont encore là et ils se voient. Heureusement, la population a commencé à collaborer avec nos forces de l'ordre. Il faut encore encourager ce comité de vigilance. On l'a vu très récemment, le chef de l'État, à travers le gouverneur Mindiawa Bakari, a fait des dons au comité de vigilance dans cette partie du pays, des motos pour se mobiliser, des denrées alimentaires. Il faut saluer pour renforcer. C'était pour vous ajouter de l'eau à votre moulin. Et j'espère que vous avez suivi. Après ce geste, vous avez suivi ce qu'ils ont fait pour, après, on a vraiment, les forces de l'ordre ont fait beaucoup de travail grâce aux renseignements qu'ils ont eu de ce comité de vigilance. Et quand l'un de ces membres du comité de vigilance tombe, vous voyez la réaction des forces, de nos forces, pour aller vers sa famille. Comme ça, ça encourage les autres pour dire, il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour la cause de l'État, pour la cause de la chose. Voilà comme ça que ça va aller. Et je pense que un jour, nous allons arriver à faire seulement cette réunion pour pouvoir calmer ceux qui sont restés dans les villages pour dire il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner. J'ai la conviction qu'on va y arriver. S'il fallait vous adresser au pouvoir public et à nos vaillants soldats qui ont fait des preuves dans des régions du nord-ouest et du sud-ouest, dans la partie septentrionale, extrême nord du Cameroun, et même à l'est où on connaît de temps en temps quelques exactions de la secte, je voudrais parler de la CEDECAT, cette partie du pays. Adressez-vous à nos vaillants soldats au front et à nos vaillants soldats, oui, qui vous regardent certainement. J'ai dit bravo. Moi, j'avais appris en tant que sous-officier de réserve la défense populaire. Moi, j'ai vu l'application sur le terrain grâce à vous. Que Dieu continue à vous guider. Soyez toujours vaillants. Défendez notre pays, notre cher et beau pays. Et
à un moment donné, s'il y a des petites querelles qui viennent entre vous, il faut dissiper ça vite et que notre mission, votre mission, qui est de garder ce pays intact, et d'ailleurs, même pas un iota de notre territoire depuis a été touché. Le Cameroun reste intact. Faisons donc nous, les hommes, les civils, à travers vous, les hommes de métier, les soldats, que ce pays soit vraiment ce qu'il était et ce qui sera mieux devant. Bravo à nos forces de l'ordre. Retournons un tout petit peu, mesdames et messieurs, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Très récemment, pas plus tard que la fin du mois dernier, on a parlé d'un État étranger qui voudrait se positionner comme médiateur pour résoudre les problèmes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ou dans ces régions, la paix revient progressivement? Le Cameroun aurait besoin d'un État étranger pour résoudre, surtout lorsqu'on se souvient qu'en 2019, le président de la République a organisé le grand dialogue national qui s'est tenu au Palais des Congrès de Yaoundé. Aujourd'hui, l'implémentation des résolutions de cette rencontre et même le statut spécial est en train d'être vu, se met en place dans ces régions. On nous parle d'un pays qui viendra mettre la paix dans ces régions. Monsieur Kwayen, je vais vous dire, le Cameroun est l'un des pays dans le monde. Le Cameroun a des amis. Le Cameroun a signé des coopérations avec les autres pays. Je veux par là dire que le Cameroun n'est pas incapable de résoudre ses problèmes internes. Mais le Cameroun n'empêche pas à un pays ami de faire de ce qu'il peut pour aider le Cameroun à retrouver la paix, à retrouver la tranquillité. Mais le Cameroun ne va pas dérober de ses fonctions pour donner à quelqu'un pour dire que non, il est venu résoudre le problème à la place du Cameroun. L'on peut le faire un peu comme les États-Unis. Comme les États-Unis. D'Amérique qui, en décembre dernier, a démasqué quelques personnes qui finançaient cette crise dans les régions du Nord. Oui. Est-ce que là, est-ce que le Cameroun a dit non? Les États-Unis ont vu que je ne peux pas dire que le Cameroun est un pays frère, est un pays ami et garder au sein de mon pays les gens qui nuisent à la paix au Cameroun. Je pense que c'est le cas. Et ça continue. Et ça continue. Après la visite du chef de l'État aux États-Unis, vous avez suivi. Vous avez suivi ce qu'il a dit. Et par la suite, certains Camerounais devenus des Américains, ils sont venus déclarer qu'ils avaient été mis sur le mauvais chemin et qu'ils revenaient et ils étaient très contents de la visite du chef de l'État aux États-Unis. Alors, monsieur le ministre, nous allons souhaiter que vous vous adressiez justement, peut-être dans le cadre de cette émission, en langue locale, à ces jeunes, à ces enfants qui sont encore en brousse. Pourtant, le Père de la Nation leur demande de sortir de la brousse. I thank you for this opportunity. My dear brothers and sisters, there is nothing as perfection on earth. There is nothing like people or a place that is very perfect.
Cameroon is one of those places. We have imperfections. But when we have imperfections, we try to correct them. And I want to say that in correction, there are some fathers who will take the cane and start beating you. There are some fathers who will take you and keep you hungry. But the head of state has said, you remain my children. You are my children. And therefore, I am asking you that you should come out of the bushes and come. We will train you. Others have been trained and others are working. So I am pleading that this hand that our head of state, Paul Biya, has extended to you, seize it. The last people who are still in the bushes, seize it, come, nothing bad will happen to you. You will be trained like the others, and this country, one day, we shall be talking about what happened as history. Est-ce qu'ils peuvent craindre, parce que dans d'autres mesures, ils peuvent penser que si à jamais ils se présentent, ils doivent être interpellés? Est-ce qu'ils peuvent avoir peur? Surtout au moment où on sait que plusieurs ont déjà bénéficié de cette main tendue du président. That's what I'm talking about. Yeah. Those who came before, how many of you heard that have been killed? Those who came before, how many of you heard that have been put in prison? On the contrary, they have been trained as these DDR trained centers. Many of them now have farms. Many of them now are doing trading. And many more are inside there learning a trade. And I want to remind you that one came back, went back to school, got his GCE levels, and is continuing his school. And tell me that after that, with the experience we have, will he stay without a job? This is the example we are giving. Don't fear. Come. The others who came before you, nothing has happened to them which is bad. Their future is guaranteed. Voilà qui est bien dit, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, soyez rassurés. Et ceux qui sont encore en brousse, il faut bénéficier de cette main tendue du père de la nation camerounaise, de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Nous allons prendre une légère transition, de toutes les façons, à travers ce reportage que nous propose la technique, et on reviendra sur le plateau pour la dernière partie de l'émission. Nous parlerons justement de la politique avec les sénatoriales. Plusieurs médias nationaux et internationaux ont relayé cette information. Le 20 janvier 2023, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, annonce un processus de paix visant à résoudre la crise qui se déroule actuellement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le Canada salue le fait que les parties au conflit aient accepté d'entamer un processus en vue de parvenir à une résolution globale, pacifique et politique du conflit. Faux, pas de médiateur extérieur mandaté par le gouvernement camerounais. Faisant suite à ces informations, le gouvernement de la République du Cameroun informe l'opinion publique, nationale et internationale, qu'il n'a confié à aucun pays ou entité extérieure un quelconque rôle de médiateur ou de facilitateur pour régler la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il rappelle qu'il appartient d'abord au peuple camerounais, aux institutions et aux dirigeants qu'il s'est librement donné de rechercher des voies et moyens appropriés pour la résolution des problèmes auxquels notre pays est confronté. Le grand dialogue national qui s'est tenu à Yaoundé en 2019 a été l'occasion pour les filles et fils du Cameroun d'échanger librement et d'évoquer les perspectives d'un avenir de paix, de sécurité et de progrès pour le Cameroun. Le gouvernement s'attelle depuis lors à la mise en œuvre des recommandations issues de ce grand dialogue. Il poursuit par ailleurs ses efforts pour la reconstruction des zones affectées par la crise et l'assistance aux populations concernées. Le gouvernement condamne avec fermeté les attaques meurtrières et les destructions que continuent à perpétrer certains groupes terroristes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il félicite les forces de défense et de sécurité pour leur vaillance et le professionnalisme avec lesquels ils accomplissent leur mission de défense de l'intégrité du territoire et de protection des populations civiles. Il exhorte les pays amis à rechercher et à traduire en justice ceux qui, à partir de l'étranger, financent
et encourage la violence dans notre pays. Il remercie le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour les actions ayant permis de traduire en justice les auteurs de tels actes et encourage les autres pays amis du Cameroun à faire de même. Le gouvernement de la République exhorte une fois de plus les membres des groupes armés à saisir l'offre de paix du président de la République, son Excellence Paul Biya, et à se joindre à nouveau à la grande œuvre de construction nationale. Après plusieurs années de conflit, il est plus que temps de se retrouver à la table de l'unisson pour la construction de notre cher et beau pays. De retour sur le plateau, merci à Black Elomon pour le travail qu'il a fait de l'autre côté afin que vous nous regardiez, mesdames et messieurs. C'est pour parler un tout petit peu de la politique, monsieur le ministre. Depuis plusieurs années déjà, on voit les naissances des partis politiques au Cameroun, les mouvements, les gens se libèrent, les gens parlent librement, sans crainte, sans être inquiétés. Comment comprendre ce phénomène? Je comprends ce phénomène par un monsieur, par un président qui veut qu'on garde de lui le souvenir d'un président qui a effectivement amené la démocratie au Cameroun. Lui-même a même déclaré que désormais, on n'a pas besoin d'aller dans le maquis pour s'exprimer. Chacun doit s'exprimer en son âme et conscience. Et laissez-moi vous dire, quand vous regardez les tabloïds, quand vous en sortez pour voir tous les journaux, est-ce qu'il y a vraiment un président ou un leader qu'on dit n'importe quoi? J'allais justement pour lancer sur la question, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'exagération dans ce Il y a l'exagération. Mais je me dis que dans cette exagération, il y a une limite qui est dans la loi. Donc quand vous allez trop loin et tout ça là, et quand la loi va vous battre, ne dites pas que oh ceci, oh cela. C'est dans... Mais bon, tout ce qu'on fait, c'est quand même encadré dans les lois. On peut s'exprimer librement sans porter atteinte à la comment dirais-je, à la liberté d'autrui. Que la liberté ne devienne pas libertinage. Je pense que c'est là. Mais, monsieur le ministre, d'aucuns disent peut-être à tort qu'on ne laisse pas les Camerounais s'exprimer comme ils veulent. Eh bien, moi, je ne sais pas de quel côté prendre une telle question. Puisque moi, je vois, quelqu'un peut même aller dans la rue, il se tient quelque part, il parle, il dit ce qu'il dit. Personne ne le regarde. Plus grave encore à la télévision. À la télévision dans aussi. Des radios, on s'exprime. Et il faut voir de certaines de ces choses. Moi, quand j'entends souvent, j'ai la chair des poules. Mais après, je vois que non, le monsieur, lui, il va casser ses occupations sans problème. Mais je me dis toujours que, attention, dans toute chose, il y a la limite. Nous évoluons vers la fin de cette émission. On sortira certainement par cette question liée au sénatorial 2023 qui se déroulera cette année, le mois prochain, pratiquement au mois de mars, convoqué par le président de la République. Monsieur le ministre, quelles sont les chances de votre parti politique? Bon, je vais parler surtout de ma zone, le nord-ouest. Laissez-moi vous dire que beaucoup de communes sont le RDPC. Je ne sais pas, je ne peux pas savoir même s'il y a ou même 2 ou 3 communes qui sont de l'opposition. Donc pour moi, il est question seulement
d'encadrer les maires, les conseillers, pour qu'ils respectent les normes du parti et tout ira bien. Là, nous sommes dans le sud-ouest. Nord-ouest. Dans le nord-ouest. Et il faut également dire qu'au sein du RDPC, les normes sont respectées. Jusqu'à aujourd'hui, les normes sont respectées. Mais ce n'est pas une raison de dormir. Il faut continuer à guider, à enseigner pour qu'on respecte nos textes, nos règlements intérieurs. Monsieur le ministre, on sort par là. Vous me permettrez certainement de vous titiller un tout petit peu. Si à jamais le chef de l'État décidait de vous donner encore la possibilité de servir la nation, vous serez prêt à servir notre pays? Volontiers. Volontiers. Tant que j'ai la force, tant que je peux donner quelque chose, tant que je peux assister à bâtir cette nation, tant que je peux aider mon chef de l'État à laisser un héritage à ceux qui viennent, pourquoi pas? J'accepterai volontiers. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté répondre aux questions de Cam10 Télévision à travers cette émission de Guess. Merci beaucoup et je remercie surtout mon chef de l'État, je remercie le président bien-aimé du Cameroun, Paul Biya. J'ai pris le Seigneur de le garder et de mettre tout en place pour que l'œuvre qu'il a commencé depuis à bâtir, que ça soit éternel, que ça soit des choses que les autres après viendront, non pas pour écarter, non pas pour détruire, mais renforcer pour continuer. Merci. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la télévision républicaine, merci de nous avoir regardés une fois de plus. On se retrouve très prochainement dans le cadre de cette émission de Guess. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bonsoir.